Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Jestin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du directoire de Clépierre. Pourquoi vous êtes là? Parce que vous passiez dans le coin comme ça, il s'est dit, oh, c'est joli, studio, il y a de la lumière, il fait chaud. Non, sérieusement. Publication de résultats hier. Résultats. Troisième trimestre, chiffre d'affaires pour le troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on retient, Jean-Marc Jestin? On retient quoi? Des revenus qui baissent au global. Alors, si on est à périmètre constant, périmètre courant, il faut expliquer la différence, mais des revenus qui baissent. Ou on se dit, voilà, les objectifs de 2019 sont maintenus. On retient quoi? Parce que le marché, pour l'instant, retient que ça va, puisque le titre fait plus 1 au moment où on se parle. Je crois qu'il faut retenir deux choses. Un, on continue à mettre en place notre stratégie. Notre stratégie, c'est de se concentrer sur des actifs de centres commerciaux dans les grandes villes, parce que ce sont ceux qui portent la croissance future de notre entreprise. Et si on la mesure, sur les revenus qui ont baissé, parce qu'il si y a eu des cessions, c'est ça? Oui, mais on continue à améliorer la qualité moyenne de notre portefeuille. On cède les actifs qui sont les moins importants pour nous, qui ont moins de croissance devant. Donc lesquels, par exemple, vous avez cédé quoi? On a cédé en Hongrie, on a cédé au Portugal, on a cédé un peu en France, un peu partout, des actifs qui ne sont pas majeurs pour nous. Et donc le périmètre du groupe, pour le coup... légèrement. Légèrement. Ce qui explique cette décroissance, mais qui est modérée. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est la croissance des cash flows. On a une nouvelle guidance à 2,76. Et donc, si vous calculez bien, c'est quand même une croissance des cash flows de 5% cette année. Et donc, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie, on continue à la mettre en place. Et on regarde les résultats. Et au troisième trimestre, qu'est-ce qu'on voit? On voit des ventes, parce que c'est l'indicateur principal, la vente des commerçants dans nos centres commerciaux. Plus partout en Europe, c'est 1,9%. Ouais. Et c'est 2 fois plus que l'année dernière à la même période. Donc, c'est une nette amélioration. C'est une amélioration par rapport au premier semestre, qui était un peu inférieur. Donc, on voit un rebond un peu partout. Mais ce n'est pas plutôt les revenus locatifs qu'il faut regarder d'abord? Et après, on voit comment ça se traduit en revenus locatifs pour nous, parce qu'à partir d'un bon sous-jacent, quel est le travail que l'on fait? Et là, on voit que nous, nos revenus locatifs... 3,2%. À périmètre constant. Et donc ça, à périmètre constant, voilà, sur les 9 premiers mois de l'année. Sur les 9 premiers mois de l'année. Est-ce qu'on peut dire que la croissance accélère? Vous disiez que c'était mieux qu'en 2018. La croissance accélère? Pour les revenus locatifs, on est toujours au-dessus de 3%, donc c'est une performance. Vous savez qu'on ne renouvelle qu'environ 8 à 10% de nos baux chaque année, donc c'est une croissance de l'ordre de 10 à 15% sur ce que l'on remet en commercialisation chaque année. Donc c'est plutôt un indicateur positif, et ça donne 3% par an. 3% par an, dans le contexte actuel, c'est un Mais encore une fois, en accélération ou pas? On est plutôt en accélération. Au premier semestre, on était à 3,1. Ouais. Et là, on est à 3,2. Ça reste une légère accélération, mais c'est un. Et il y a un objectif là-dessus? Il y a un objectif que vous pouvez vous fixer? On est plutôt sur un rythme entre 2 et 3% de croissance sur le moyen terme. Bon. Donc on est dans la haute fourchette pour l'instant. On est plutôt dans la haute fourchette. Ce qu'il faut, c'est y rester alors. Ça fait 5 ans qu'on y est et on fait tout pour y rester. Quels sont les justes, parce que, encore une fois, vous êtes une foncière cotée, les centres commerciaux aujourd'hui, qui s'en sortent le mieux, qui s'en sortent mieux que la concurrence? Quels sont, je ne sais pas, il y a des noms comme ça, qui vraiment pour vous, qui sont dont vous êtes fiers, qui marchent mieux que les autres? Ah oui, marché en général? Je crois. D'abord, premièrement... Pas tous, évidemment, mais... La grande majorité, la vaste majorité de nos centres commerciaux fonctionnent très bien. Et ça, c'est parce qu'on en a vendu plus de 150 sur les 5 dernières années. On en avait 300, on n'en a plus que 100. Et donc, on a fait tout ce travail de sélection. Vous avez élagué tout ce qui était... Tout ce qui était moins central pour nous, et essentiellement dans toutes les petites villes d'Europe. C'était ça le grand facteur. Et donc, on a aujourd'hui des centres qui sont dans les grandes villes, et qui sont toutes en croissance de population. Donc elles sont portées par une croissance de la population. Et l'urbanisation aussi, quand on regarde le partage économique de la croissance entre les grandes villes et les petites villes, vous êtes sortis complètement des villes moyennes aujourd'hui? Quasiment. Un peu partout en Europe, quasiment. Pas totalement, mais quasiment. Et avec une vocation, il en reste combien en pourcentage de centres commerciaux qui sont, encore une fois, pas au bon endroit, pas dans des grandes villes? Environ 5 à 6% de notre portefeuille. Et qui ont vocation là aussi à être sortis? Qu'on vend régulièrement, c'est pour ça que vous voyez, on les vend. Et donc, à revenus, à périmètre courant, on est légèrement en décroissance, mais quand on regarde nos cash flows, ils continuent à augmenter. Et donc à terme, vous aurez quoi, 80 centres commerciaux? Non, je pense que 100, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. Parce qu'en dessous, après, on ne diversifie pas assez? On n'a pas la taille critique. La taille critique, pour nous, c'est pouvoir développer une relation avec les retailers, mettre en place des innovations, faire du marketing intéressant pour les clients. Donc il faut qu'on ait la taille critique. Donc les clés d'un centre commercial qui cartonne, évidemment, c'est d'être dans des grandes villes, ça on l'a compris, mais pas seulement. Il faut qu'il y ait plein de boutiques, mais pas seulement. Il faut que ce soit un vrai lieu de vie, mais pas seulement. C'est ça, c'est tout ça réuni?
C'est tout ça réuni. Nous, notre motto, c'est des lieux où, alors c'est un peu un anglicisme, c'est Shop, Meet, Connect. Je pense que les deux notions qui sont apparues, c'est que les centres commerciaux, c'est plus un lieu où on va faire du commerce uniquement, c'est des lieux où on se rencontre, où on se connecte à la ville, on se connecte à des nouvelles tendances. Et on voit des tendances se mettre en œuvre, on voit de moins en moins de prêt-à-porter, féminin et masculin, mais plus de santé, de beauté, de sport, des activités de loisirs, des activités de restauration, des musées. Donc on voit une modification de l'offre commerciale qui répond aux tendances nouvelles et qui continue à être très attractive pour les clients. À horizon 5 ans, c'est peut-être trop court. Ça aura vraiment changé, le centre commercial, il aura vraiment changé dans sa façon d'accueillir les clients, de proposer des offres qui vont au-delà, des offres culturelles, au-delà, encore une fois, des boutiques? Moi, je pense que le premier angle, c'est la diversification de l'offre, avec toutes les nouvelles raisons de venir, qui sont aussi des centres médicaux, des pharmacies, des écoles. On le fait dans pas mal de centres commerciaux. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus général au-dessus de tout ça qui va transcender. C'est que le centre commercial de demain, il sera local, social et environnemental. Et là, on a quelque chose à jouer. Ce ne sont pas des mots, c'est ça, c'est la réalité de demain ou d'après-demain? Pour nous, je suis convaincu. C'est que ces lieux-là, qui sont des lieux de vie, devront répondre à 3 dimensions que l'on voit fondamentalement apparaître dans notre société et qui poussent très fort. C'est être local. Donc local, ça veut dire local, c'est-à-dire effectivement sortir un peu de la globalisation des marques mondiales. Des marques mondiales, okay. Avoir une offre plus locale. Sociale. Quelle est la part, je vous coupe, mais quelle est la part des marques locales sur l'ensemble de Aujourd'hui, c'est encore assez faible. On est plutôt entre 5 et 7%. Ouais. Mais c'est quelque chose qui monte petit à petit. Et je crois que c'est une tendance qui répondra aux attentes des commerçants, des clients. Et donc, il faut le faire. Et moi, je suis très, très optimiste sur le développement de l'offre locale. Social, donc c'est quel est l'impact que vous avez sur votre territoire. Les gens, ça les intéresse de savoir finalement, dans cet écosystème, le centre commercial, combien d'emplois vous créez, avec quelle association vous travaillez, comment on peut venir dans le centre commercial pour faire autre chose. Mais comment vous influez là-dessus sur le social? Parce que finalement, après, c'est le rôle des enseignes de faire ça. On travaille avec les enseignes, mais on travaille avec des associations caritatives ou à but non lucratif, aussi des clubs de théâtre, des clubs de danse, qui viennent et qui investissent le centre commercial et qui animent ce centre commercial. Je pense que l'animation des communautés, elle n'est pas uniquement digitale, elle est aussi dans le réel. C'est comment on fait venir les gens pour que le centre commercial il puisse y faire d'autres activités. Et c'est quelquefois dans les parties communes, des cours de yoga, des cours de musique, plein de choses qui sont de nature vraiment... Et qui sont profitables pour celles et ceux qui les mettent en œuvre? Je pense fondamentalement, de toute façon pour nous, c'est un élément de marketing et d'attraction pour créer de la loyauté. Et à terme, tout ce qui amène des personnes en plus dans nos lieux, c'est profitable pour tout le monde, pour l'écosystème. LSE, local, social, environnemental. Mais là, s'ils viennent en voiture dans vos centres commerciaux, qu'est-ce que vous pourrez rien y faire là, si les gens ils viennent en voiture choper? Détrompez-vous. D'abord, premièrement, le centre commercial, nous, on est connecté la plupart du temps au transport en commun. Oui. Et dans les grands centres urbains, évidemment. Grands centres urbains, Créteil-Soleil qu'on va inaugurer, du moins l'extension, dans quelques jours. C'est sur le métro parisien, donc ça, la grosse partie des gens qui viennent, ils viennent en métro. Mais de façon plus importante, on travaille sur les mobilités, les nouvelles mobilités. À Bordeaux, on met une navette autonome qui amène les clients. On travaille sur les points de recharge électriques. On a des partenariats avec Renault qu'on a développés pour les mobilités soft, comme on dit. Et je crois que c'est l'avenir. Et juste un chiffre, c'est important. Nous, on aura... je pense, à terme, une grande partie de notre patrimoine qui sera sans empreinte carbone. Et donc, on sera neutre. En empreinte carbone compensée ou sans empreinte Avec une très faible compensation. Et donc ça, c'est un horizon à 5 ans. Je pense que l'on aura une grande partie de notre patrimoine. Mais sur les enseignes, encore une fois, on peut imaginer un jour qu'une foncière puisse dire à telle enseigne, toi, en termes de critères ou de environnemental, moi, je veux que telle fringue soit pas avec du cuir ou je sais pas, ou du cuir qui soit écolo ou équitable. On pourra un jour en arriver là, vous fassiez pression pour que les marques qui soient dans vos centres commerciaux soient plus vertueuses? Éventuellement, mais elles ne nous ont pas attendu en fait. Aujourd'hui, si vous regardez les enseignes,
la poussée des consommateurs et la prise de conscience des défis environnementaux et sociaux est colossale. Et donc, elles se transforment, elles se modifient, elles changent toute leur chaîne d'approvisionnement. Il y a vraiment des choses qui se passent et c'est bénéfique pour toute l'industrie. De toute façon, c'est le consommateur qui le fait. Et si vous ne le faites pas, si vous ne vous adaptez pas, vous aurez, je pense, de grosses difficultés. Donc, nous, nos clients, quand on discute avec eux sur qu'est-ce qu'on fait ensemble pour améliorer l'environnement... Ils chauffent vraiment différemment, les gens, par rapport à il y a 10 ans ou 5 ans? Ah oui, fondamentalement, ils font... D'abord, premièrement, vous le savez... avant de venir dans un magasin, ils ont 90% des gens ont vérifié sur un site ou sur leur smartphone ce qui était disponible, l'offre, etc. Et quand ils arrivent en magasin, ils ont une très bonne connaissance à la fois de ce qu'ils veulent. C'est du click and collect finalement. On revient vers ça. D'abord, le click and collect se développe beaucoup, mais ce que les gens veulent en magasin, c'est l'expérience. Et donc, ils veulent une relation personnalisée. Tout le monde emploie ce mot-là, l'expérience. C'est quoi concrètement l'expérience au quotidien? Moi, je crois qu'effectivement, l'expérience, ça peut être un peu banal comme terme, mais je crois que les gens veulent un lien personnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand vous regardez le online, vous vous connectez, vous cliquez, vous vous faites livrer. Bon, on ne peut pas dire que ça soit une expérience humaine et sociale particulière. On est tous débordés, donc c'est quand même hyper pratique, quoi. C'est pratique, mais je ne pense pas que l'être humain ne soit que ça. Il est aussi social, il cherche de la socialisation. Et donc l'expérience alors? Et donc de l'expérience, c'est l'expérience dans les boutiques. On parle souvent de la technologie comme étant un adversaire du commerce. Non, la technologie dans les magasins est de nature à créer de l'attrait. Donc l'expérience, vous pouvez avoir des miroirs digitaux, vous pouvez avoir des cabines différenciées, etc. Vous pouvez avoir plein de choses. Vous pouvez avoir des paiements sur reconnaissance faciale, vous pouvez avoir des paiements sur le mobile. Tout ça, c'est de l'expérience qui fait que finalement l'épreuve dans le magasin n'est plus une épreuve, elle est plutôt source d'expérience. Alors, autre sujet, Jean-Marc Gestin, évidemment, puisqu'on est sur Boursorama, la bourse. Les foncières de bureau, c'est marrant, il y a une dichotomie totale entre les foncières de bureau, les Gecina, les Covivio, les ICAD qui sont à la fête, et puis les foncières commerciales, surtout Unibail et vous un petit peu moins, qui font grise mine. Ils ont tort d'être sévères comme ça, même si depuis qu'on s'est vu, vous remarquez qu'en 6 mois, le titre Klépierre a pris 10%, mais vous le savez. Ils sont trop sévères, les investisseurs, à l'égard justement de votre business model, vos business models des foncières commerciales. Et jusqu'à quand cette défiance, cette méfiance? Il y a effectivement un peu une interrogation sur le devenir du retail physique. Et avec l'histoire d'Amazon, l'histoire du commerce en ligne. Et donc en fait, la question, c'est pas de savoir si le retail physique va disparaître, c'est où va se passer le changement. En fait, nous, on a fait un choix qui est d'être dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, avec des outils commerciaux, avec une offre très diversifiée. Et on voit bien que ça marche. Le marché... Donc ça n'a pas d'impact n'achète pas vraiment encore cela, mais bon, on le voit. Pourquoi le marché n'achète pas cela? Pourquoi il y a cette peur ou cette menace, encore une fois, du e-commerce qui est surestimée, selon vous, quelque part? Peut-être par facilité. Moi, je pense que par facilité et par la comparaison avec des benchmarks qui ne sont pas bons. Les États-Unis, l'Angleterre, qui ont des systèmes de retail très différents du nôtre. Donc, en fait, la spécificité européenne des centres commerciaux n'est pas vraiment reconnue par les marchés. Parce qu'elle est souvent amalgamée avec ce qui se passe aux États-Unis. Et aux États-Unis, parce qu'ils ont un temps d'avance sur nous et que la vague va arriver, quoi. Non, ils ont peut-être, mais ils ont surtout 5 fois plus de mètres carrés de retail par habitant qu'en Europe. Et ça, c'est factuel. Et donc, la surproduction aux États-Unis... Et donc, les investisseurs calquent leur raisonnement d'une certaine du marché américain sur le marché européen, sachant que chaque foncière a sa stratégie. Mais pour vous, la vôtre, qui consiste à dire on est uniquement dans les grands centres urbains, concentré sur 100 centres commerciaux, c'est la bonne stratégie? C'est la bonne stratégie. On le voit que les ventes sont en croissance. Et honnêtement, si vous regardez les performances des grands acteurs en Europe, dont nous, on fonctionne bien parce que le choix des lieux et des actifs a été déterminant. Alors, ça se passe mieux depuis le début de l'année sur le 30% d'augmentation. 20% depuis le début de l'année. Donc, 1er janvier, 20%. Year to date, on est... En year to date. Ah oui. On est à plus 20, j'ai regardé. Quand même. Et on est à 33 €. Il y a eu un point bas cet été, encore une fois, sur le titre, avant de rebondir. Le pire est derrière, ça y est, parce que ça a été compliqué. On peut dire que le pire est derrière sur Klépierre? Il y a plusieurs facteurs qui déterminent notre cours. Il y a d'abord effectivement les anticipations du métier, en fait, comment les centres commerciaux vont se comporter dans le futur. Il y a d'autres éléments qui jouent. Il y a les taux d'intérêt, quand même, qui jouent énormément. C'est bon pour vous, les taux bas? C'est bon d'une certaine façon parce qu'on est un animal hybride, on est
Il faut expliquer, c'est intéressant. On a un animal hybride puisqu'on a notre top line, c'est-à-dire est fondé sur nos revenus locatifs qui sont quand même en fonction des ventes qui sont faites dans nos magasins. Si les ventes montent, nos loyers ont vocation à monter. Si ça baisse, ont vocation à baisser. Mais donc on est plutôt, nous, tirés par la croissance économique. En revanche, on a... Qui ralentit. Qui ralentit en Europe, mais pas partout. Et ensuite, on a Vous le sentez pas? Vous le sentez pas? On le sent un petit peu dans certains pays, mais on a plutôt un ralentissement modéré dans les pays du Sud. Mais globalement, on a plutôt une croissance qui reste en ligne avec ce que l'on avait vu l'année dernière, légèrement inférieure. Et donc sur les taux bas, vous me disiez? Et sur les taux bas, même si on a le taux d'endettement le plus bas de toute l'industrie qui est de 36%, bien évidemment, moi il y a 7 ans quand je suis arrivé chez Klépierre, on avait 4,5% de taux moyen de la dette et aujourd'hui on est à 1,5%. Donc vous pouvez imaginer que ça a été bénéfique. Et quand on a encore, je dirais, devant nous un peu de marge de progression puisqu'on a des dettes qui vont arriver à maturité en 2020 et en 2021 et qui sont encore à des taux historiques très élevés. J'ai retrouvé dans le verbatim de ce qu'on s'est dit quand vous étiez venu au mois de février, vous disiez que le marché était sévère à l'égard de Klépierre. Depuis, encore une fois, le moment où j'ai regardé, le jour où vous étiez passé, l'action a pris 10%. Encore une fois, vous pourriez dire la même chose ou le regard est en train de se dessiller de la part des investisseurs? Ça s'est amélioré. Je crois que sur 2 facteurs. Premièrement, l'impact de la baisse des taux sur des sociétés foncières comme la nôtre, mais plus singulièrement sur la validité de notre stratégie. On est probablement la seule société qui aujourd'hui n'est pas dans une situation où elle doit régler un problème d'endettement pour continuer à croître. Nous, on a mis tout ça derrière nous. Beaucoup de nos concurrents en Europe, la large Europe, y compris l'Angleterre, c'est des sociétés qui gèrent des problèmes de dette et nous, on n'a pas ça. Donc on peut financer notre croissance et le marché nous reconnaît cette singularité. Financer la croissance, notamment la croissance externe? Non, plutôt la croissance interne. Ou c'est pas le moment parce que certains disent qu'on est effectivement en haut de cycle et que c'est pas le moment de faire des grosses acquisitions. On voit la difficulté qu'a Unibail après l'acquisition de Unibail Rodamco Westfield, c'est Westfield cherchait. Nous, on a rien sur notre agenda aujourd'hui. On est plutôt focalisé sur la croissance organique. On fait des extensions de nos centres. On est très ciblé. Et à titre d'exemple, on ouvre... Mais pourquoi? Parce que c'est trop cher? Parce que c'est pas le bon moment? Parce que c'est trop cher? Parce que la croissance ralentit? En même temps, ça ralentit si on veut faire de la part de marché, de la croissance, il faut bien aller regarder ce qui se passe à l'extérieur, non? Bien évidemment, mais il faut regarder aussi quelle valeur on va créer pour nos actionnaires. Et quand vous faites des grosses acquisitions, il faut qu'elles créent des synergies. Donc, soit des synergies de revenus, soit des synergies de coûts. Et donc, il faut qu'elles soient très bien ciblées. Je vous sens dubitatif, hein. Non, on est vous restez ouvert, vous restez... On reste vigilant surtout, mais on est plutôt concentré sur notre croissance organique. On pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a payé et ce qui nous évite d'être dans une situation où on doit revenir un peu en arrière, vendre des actifs, réduire la dette, qui est toujours pour des sociétés comme nous un vrai problème. Donc tout le gros boulot a été fait, donc maintenant, quelque part boursièrement, encore une fois, 20% de hausse depuis le début de l'année, le pire est derrière? Je pense qu'on a encore des marges de progression. Vous citiez d'autres sociétés foncières cotées. Unibail. Non, d'autres sociétés foncières dans d'autres secteurs d'activité, les bureaux, la logistique. On a encore de la marge de manœuvre. Donc, une fois, quand vous regardez les dividend yield des sociétés, je pense qu'on est encore un peu maltraité par rapport à d'autres classes d'actifs. La décote, d'ailleurs, la décote, encore une fois, par rapport à l'actif, l'ANR, l'actif net réévalué. Alors il y a pire, hein, c'est moins 40 pour Unibail, c'est encore à moins 20. C'est quand même quelque chose qui est perturbant quand même, non? Et moins 60 pour d'autres en Angleterre. Donc nous, effectivement, on est la mieux cotée de ce point de vue-là. Et je crois que c'est le fruit de notre orthodoxie financière. Dans les années où tout marchait bien, on a progressé lentement, fait la restructuration du portefeuille, réduit la dette. Et donc en période difficile, dans l'immobilier, c'est ce qui paye. Ouais, avec un rendement toujours pareil, hein, c'est que le rendement sur les foncières, globalement, c'est intéressant. J'ai vu 7% sur... c'est la contrepartie d'un titre aussi qui, historiquement, n'est pas sur les plus hauts, mais 7%, c'est ceux qui doutent pour acheter des titres Klépierre, il y a 7% de rendement quand même. Hein. Oui, 6-8 à 7%, c'est élevé. Et je pense que c'est
un investissement tout à fait attractif. Et à titre personnel, j'en ai racheté avec... Mais il me dit ça à chaque fois. À chaque fois, il en rachète. Mais à chaque Donc fois, c'est vous qui faites monter le cours, en fait. Hein. Modestement. Allez, merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Gestin, donc le président du directoire de Klépierre, après publication hier soir en après-bourse du chiffre d'affaires pour le 3e trimestre. Merci d'avoir été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup.